Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et d'échanger avec Tom Tellier, qui est préparateur physique, professionnel en activité physique adaptée et comme tu te nommes sur les réseaux sociaux, ingénieur sport et nutrition. Tu pourras peut-être nous expliquer un peu pourquoi après. Tom, bienvenue sur le Hopcast. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, de t'être arrêté ici à Romont après 7 heures de route de l'Allemagne. 7 heures de route, une petite escale, Allemagne, Suisse, et après direction la France, là où je réside, où j'habite. Donc tu vas nous donner avec ton maximum d'énergie après toutes ces heures de route. Ça va me redonner de l'énergie. Parfait. Et puis moi, je m'excuse aussi pour ma voix de canard, un peu enrhumée. Donc on va faire au mieux pour cet épisode. Mais je suis sûr qu'on va partager plein de choses intéressantes. En tout cas, C'est le but. voilà, on va parler de genoux principalement, de toutes les blessures, les douleurs liées aux genoux. On connaît bien ça aussi personnellement. On a quelques épisodes qu'on aura peut-être l'occasion de partager durant l'épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que Tom, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent, dire un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, assez libre. Moi c'est Tom Tellier, 27 ans actuellement. On va dire que je travaille dans le monde du sport, de la santé et de la nutrition. La casquette principale que je me mettrais, c'est celle de préparateur physique, puisque je bosse, on va dire, majoritairement avec des sportifs. Mais on va dire que la nuance que j'ai, c'est que je bosse surtout sur l'aspect, on va dire, santé, réathlétisation, et pas forcément sur l'aspect performance, même si, on va dire, ça, on en parlera peut-être après, mais la performance en soi, elle concerne quand même tout le monde. Donc c'est, on va dire, ma casquette principale, mais j'ai aussi une casquette d'APA, donc d'enseignant en activité physique adaptée. Après, globalement, avoir passé différents diplômes, après avoir bossé dans différentes structures, que ce soit du coup en tant que préparateur physique ou en tant qu'enseignant APA. Voilà par rapport à ma présentation. Et maintenant, tu es à ton compte, si je ne me trompe pas. À mon compte, globalement, depuis que j'ai démissionné de toutes mes activités, on va dire, en structure, il y a bientôt 2 ans. Il y a bientôt 2 ans. Là, d'ici un mois, ça fera 2 ans que j'ai démissionné de l'hôpital. Et à côté, tu es aussi sportif toi-même. Quel sport tu pratiques? Je fais du football américain. C'est vrai que c'est, entre guillemets, un point important parce que c'est ça qui a forgé plus ou moins tout mon parcours, on va dire, professionnel. C'est que globalement, je ne savais pas forcément que je voulais bosser dans le monde du sport avant de commencer le football américain. Le football américain que j'ai commencé il y a bientôt 15 ans. Et ça a vraiment dicté tout ça. Je suis joueur de football américain globalement de haut niveau. Là, par exemple, j'étais en Allemagne pour une saison semi-professionnelle. Là, je reviens en France. Et une bonne casquette de sportif quand même à côté. Un joli vécu. Donc on a plusieurs chapitres qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. On va d'abord se concentrer sur les douleurs que peuvent avoir les personnes de plus de 40 ans, essayer de comprendre un peu plus ces douleurs, comment on peut agir dessus. Ensuite, on aura un chapitre plus sur le ligament croisé antérieur, qu'on connaît très 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 bien. Spécialité, où on va, parce que c'est quand même une blessure assez typique et classique et que beaucoup de monde se font cette blessure chaque année. Et puis à la fin, peut-être plus sur des conseils un peu pratiques, comment gérer tout ça. Donc si je prends le premier chapitre, on entend souvent finalement, c'est normal d'avoir mal au genou à mon âge, mais est-ce que c'est vraiment vrai selon toi? Alors, non. De toute façon, la question, on se doute de la réponse, non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Mais on va dire que malheureusement, c'est trop accepté. Justement, j'ai mal au genou, c'est normal, je vieillis. Voilà, j'ai plus de 30 ans, j'ai plus de 40 ans, j'ai plus de 50 ans. Souvent, la chose qui va de pair, enfin moi que j'entendais systématiquement quand je bossais à l'hôpital, c'est j'ai de l'arthrose, c'est normal, j'ai de l'arthrose. Sauf que non, la douleur n'est pas du tout une fatalité. Elle est le résultat globalement de, on va dire, notre mode de vie, que ça soit présent et passé, et potentiellement peut être impacté au futur selon ce qu'on fait. Et clairement, quand je dis c'est pas une fatalité, c'est parce qu'en fait on peut agir dessus. Si on fait certaines choses dont on va discuter, en fait la douleur elle se réduit et potentiellement, je parlais de l'arthrose, et le niveau d'arthrose n'aura pas changé d'un poil, mais potentiellement on peut passer d'un stade où on a des douleurs, voire on est handicapé au quotidien, à un stade où on n'a plus du tout de douleur et on fait des activités physiques et sportives
potentiellement relativement intense avec de la marche, de la course, de la randonnée, du ski, euh, alors que bah, ouais, si on regarde l'état du genou, il n'a pas changé. Mhm. Donc, on voit aussi que si on rentre déjà, mais est-ce que des facteurs du mode de vie peuvent avoir une influence finalement sur la douleur ou pas? Tu as déjà un peu tâté le terrain, on va dire, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, du coup, quand je parle du mode de vie, pour moi, la principale chose bah, qui va jouer, c'est notre quantité de mouvement au quotidien. Mhm. Et moi, j'ai l'habitude de dire que globalement, il y a deux choses qui font qu'on a des douleurs, on va dire, de manière régulière. La première chose, c'est le manque de mouvement. C'est-à-dire que si on ne bouge pas suffisamment, euh, en fait, on va perdre l'habitude de bouger. En fait, notre cerveau va vraiment perdre l'habitude de bouger et potentiellement, comme quelque chose qui est nouveau, qui n'est plus habituel, en fait, il va avoir peur de ça et en fait, il va envoyer un signal de douleur parce que la douleur, c'est un signal du corps qui a pour but de protéger notre corps en vue d'un danger, on va dire, hypothétique ou réel. En gros, c'est vraiment une information pour nous protéger et cette information, bah, quand on ne bouge pas suffisamment, des fois elle est un peu erronée, parce que bah, clairement le corps n'est plus habitué à bouger. On va se mettre à bouger, il va dire oh non, non, je ne suis pas habitué à ça. Et en fait, il va envoyer le signal de douleur. Et quand on ne bouge pas suffisamment, ce qui se passe, c'est que si on se met à bouger de manière régulière, adaptée, etc., bah, en fait, progressivement, le corps va se rendre compte que en fait, il n'y a rien à craindre, que ce n'est pas une situation dangereuse, et la douleur va diminuer progressivement. Donc, potentiellement, quand je parle de mode de vie, bah, vraiment cet aspect mouvement, si on bouge au quotidien, on limite en fait entièrement cet aspect douleur lié à un manque de mouvement. Potentiellement, c'est ce qui arrive aussi de manière plus régulière, parce qu'il y a quand même des personnes, peut-être que vous en faites partie, qui bougent et qui ont potentiellement encore des douleurs. Et ce qui se passe dans ce cas-là, généralement, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche à faire dans notre quotidien, ou les mouvements, certaines activités, demandent plus de capacité que ce qu'on a comme, on va dire, comme capacité bah, au niveau du genou, si on a des douleurs au genou. Et en fait, le gap entre les deux, bah, c'est voilà. Là, par contre, c'est vraiment une situation qui est dangereuse. Et en fait, on va avoir le signal de douleur parce que notre corps il n'est pas préparé à ça. Et du coup, il nous avertit, un peu comme le voyant orange quand on est au volant. Voilà, c'est pas la fin du monde, mais il y a un risque hypothétique. Et potentiellement, si vraiment le gap il était beaucoup plus fort, en fait, c'est ce qui se passe quand on se blesse. La différence entre une douleur et une blessure, généralement, c'est les contraintes appliquées sur la zone en question. Si vraiment le corps, bah, potentiellement voyant rouge, il ne peut pas supporter du tout les contraintes, bah, en fait, ça pète. Ça pète, ça casse, etc. Mais dans le cadre de douleur, on va dire qu'on est en dessous de ça. Du coup, bah, voilà, c'est pour ça qu'on a ce signal-là. Et quand je disais potentiellement, c'est que en gros, ce qu'on veut faire est au-dessus de nos capacités. Ça peut être globalement quand je le fais trop longtemps, donc sur la durée. Par exemple, je peux marcher 10 minutes sans souci. Par contre, si je veux marcher 10 heures dans la journée, voilà, ça va être problématique. Là, j'ai pris vraiment deux opposés, mais des fois, voilà, c'est moins marqué que ça. Potentiellement, je peux marcher 15 minutes. Par contre, marcher voilà, 1 heure et demie, bah, ça va peut-être être problématique. Des fois, c'est le trop d'intensité. Potentiellement, je peux marcher, mais je ne peux pas courir. Donc, voilà, ça peut être du coup la durée, l'intensité. Et le troisième cas potentiellement que je vois, des fois, c'est certaines amplitudes de mouvement. C'est que potentiellement, bah, je peux faire des mouvements au niveau de mon genou. Par exemple, moi, je peux m'asseoir, je peux me lever d'une chaise, mais par contre, je ne peux pas m'accroupir et là plier le genou entièrement. Je n'ai pas cette capacité vraiment bah, à plier totalement la jambe. Et là, du coup, ça peut être douloureux sur cette partie-là du mouvement, mais les autres parties du mouvement ne sont pas forcément douloureuses. Ok. Donc pour toi, la partie, on a compris, la partie mouvement est la première chose que tu mettrais en avant sur le mode de vie. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres, vu que tu as aussi la casquette aussi nutrition, est-ce que tu vois des choses par rapport à la nutrition qu'on peut adapter un peu, ou même autres facteurs du mode de vie? Alors, je pense qu'il y a des dizaines de facteurs sur lesquels on peut agir pour diminuer nos douleurs. On va dire que si je dois donner un top 3 globalement, c'est l'activité physique, potentiellement la nutrition et on va dire le sommeil, le mode de vie. Et en fait, pourquoi la nutrition, je le mets en deuxième? Parce que sur toutes les problématiques, on va dire, de bas du corps, j'ai expliqué que en fait, on avait des douleurs ou bah, des blessures quand il y avait trop de contraintes sur la zone en question. Et en fait, plus notre poids du corps va être conséquent, plus on aura de contraintes sur les zones en question. Donc, que ce soit à partir du bas du dos, des hanches, les genoux, les chevilles, bah, on a des contraintes dessus. Bah, si tu pèses 10 kg de plus, bah, tu as 10 kg de contraintes supplémentaires. Et ça, tu l'as sur globalement tout ce que tu fais au quotidien, 24 heures sur 24. Donc,
l'alimentation peut déjà potentiellement avoir un effet bénéfique dans la mesure où on perd du poids. Et par exemple, quand je bossais à l'hôpital, c'était quelque chose où généralement on a souvent conscience, la majorité des patients que j'avais, étaient souvent en situation de surpoids, d'obésité, et ils me disaient justement, bah, potentiellement, soit ouais, j'ai mal parce que j'ai de l'arthrose, soit j'ai mal parce que il faut que je perde du poids. Et un peu oui, mais potentiellement, c'est pas la seule solution. Moi, souvent, là où entre guillemets, je les recadrais un petit peu, c'est que, bien évidemment, s'ils perdaient du poids, ça allait les aider, mais je voulais pas que ça soit potentiellement la seule solution, parce que je bossais surtout avec des patients en situation d'obésité. On sait que l'obésité, c'est une problématique complexe, et que globalement, des fois, c'est dur de quitter l'obésité. Potentiellement, c'est beaucoup plus simple d'atténuer des problématiques au genou. De mon avis à moi, c'est beaucoup plus simple. Et si on attend de quitter l'obésité pour se dire, ouais, mon genou, il peut aller mieux, en fait, on risque de souvent avoir mal pendant des mois, des années, parce que c'est un processus long, et en plus de ça, c'est un processus difficile vraiment à maintenir sur la durée. Mais en soi, c'est quand même une solution. Donc, potentiellement, la perte de poids. L'impact nutritionnel aussi peut jouer, on va dire, sur tout ce qui est inflammatoire. Je dirais pas que c'est l'aspect le plus important au niveau nutritionnel, parce que ça dépend vraiment des profils, ça dépend vraiment des catégories d'aliments, ça dépend de comment on mange, mais on va dire que généralement, si on suit toutes les règles, on va dire classiques de l'alimentation, où on améliore la qualité de ce qu'on mange, en fait, on va réduire l'inflammation et on va améliorer généralement les problématiques de santé, mais en fait, on va jouer sur tout. On va jouer sur l'énergie, on va jouer sur la capacité à récupérer, potentiellement sur la perte de poids. En fait, on agit sur tout ça. J'ai quelques patients, quelques personnes que j'accompagne qui, des fois, ont cet effet inflammatoire vraiment avec des catégories d'aliments. C'est pas ce que je rencontre le plus fréquemment, mais je l'énonce quand même parce que ça peut être toujours un axe d'amélioration. J'ai une patiente en ce moment qui a des problématiques de genoux seulement quand elle mange des fruits. Original. Elle a, ouais, et en gros, ce qu'elle m'explique, c'est que potentiellement tout ce qui est lié à la fermentation des sucres présents dans les fruits crée une sorte d'inflammation, en tout cas un processus dans son corps qui va venir augmenter ses douleurs. Et vraiment, elle me dit, Tom, quand je mange des fruits, j'ai mal. Quand je mange pas des fruits, j'ai pas mal. Et pourtant, entre guillemets, tout ce qu'on fait à côté est similaire. Moi, j'étais un peu sceptique au départ, mais potentiellement, ça peut être des choses des fois à creuser sur certaines catégories d'aliments. Et sans oublier que, en fait, quand on a ce raisonnement-là, en fait, l'effet placebo-nocebo, il est aussi très important. C'est que si on est persuadé que quelque chose va nous faire du bien, généralement, ça va nous faire du bien, même si potentiellement, il n'y a aucune preuve, on va dire, scientifique que ça va être bénéfique. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà été confronté à certaines peurs, certaines croyances, peut-être croyances limitantes, peut-être aussi vers les personnes que tu as accompagnées Tout le temps. par rapport aux douleurs et aux blessures? Tout le temps. Tout le temps, il y a énorme. Je pourrais pas forcément en citer 40 000, mais la majorité des personnes sont touchées par des croyances. En tout cas, c'est ce que je vois beaucoup chez les personnes qui ont des douleurs persistantes dans le temps, donc plutôt des douleurs chroniques. C'est qu'il y a aussi, entre guillemets, des mécanismes potentiellement psychologiques qui peuvent influencer tout ça. Parce que si on s'habitue à vivre plus ou moins avec la douleur et à se dire je vais faire ça, je vais avoir mal, je vais faire ça, je vais avoir mal. Par contre, ça, je fais ça, j'ai pas mal. En fait, généralement, ça va être le cas dans la majorité des cas. Alors que, en fait, je le vois de mon expérience, les personnes qui potentiellement ont le moins de croyances limitantes, qui se posent aucune question, moi j'accompagne, on va en parler après, mais beaucoup de personnes sur des ligaments croisés, les personnes qui se posent aucune question et qui se disent pas ah ouais j'ai pas de ligament, potentiellement je vais avoir des douleurs toute ma vie parce que je n'ai pas de ligament, en fait elles récupèrent beaucoup plus vite. Elles ont souvent beaucoup moins de problématiques que les personnes qui se disent non, si j'ai pas ça, ça va être foutu. Potentiellement, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'arthrose, c'est, je pense, une des croyances principales, c'est que lié au diagnostic que l'on a par rapport aux examens médicaux qu'on a fait, j'aurais forcément des problématiques. Alors que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des études qui ont été menées sur ça, où en fait, ils faisaient des imageries médicales sur des personnes qui n'avaient pas de douleur. Et
aussi, bien évidemment, sur des personnes qui ont des douleurs. Et en fait, ils voyaient la même proportion d'arthrose au niveau du dos, que ce soit de hernie discale, d'atteinte potentiellement voilà, au niveau des ligaments, les épaules, voilà, beaucoup la coiffe des rotateurs. Et en fait, on voyait vraiment, globalement, les mêmes proportions de problématiques, on va dire, structurelles chez les personnes qui avaient mal et chez les personnes qui n'avaient pas mal. Et en fait, le truc, c'est que globalement, si on veut trouver quelque chose, on trouve quelque chose. Parce que j'ai plus les stats exactes, mais potentiellement à un certain âge, je sais pas, il y a 80% d'arthrose chez les patients. Donc il y a de grandes chances que si on fait un examen médical au niveau de la zone en question, on voit de l'arthrose. Sauf que, voilà, ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément associé aux douleurs, c'est surtout associé, voilà, ce que je disais tout à l'heure, au mouvement, à nos capacités physiques, à notre mode de vie, potentiellement voilà, l'alimentation. Le troisième point que je n'ai pas développé par rapport au sommeil, à l'énergie, etc. Parce que c'est des facteurs globalement qui vont soit jouer sur notre quantité de mouvement, soit sur les capacités, soit sur les contraintes. Pour rebondir par rapport au sommeil, globalement, ce qu'on sait, c'est que quand on dort moins, qu'on récupère moins, on a plus tendance à avoir des douleurs chroniques que potentiellement si on dormait mieux. Pourquoi? Parce que en fait, on va affaiblir nos capacités physiques. Donc potentiellement, les contraintes d'une certaine action, elles vont être ici. Je dors bien, je suis au-dessus, pas de souci. Par contre, je dors moins bien, j'ai moins de capacité. Là, ça peut être problématique. Donc, par rapport plus à l'énergie disponible que par rapport vraiment à quelque chose de, on va dire, qui serait vraiment négatif. Peut y avoir aussi l'impact de l'état d'esprit. Je suis plus fatigué, je vais moins avoir envie de faire certaines choses, je vais souvent avoir plus de douleur, mais ça joue aussi, je sais pas, sur j'ai moins de patience, je m'énerve plus vite, potentiellement je suis plus malade, différentes choses. Voilà, on sait que globalement, on est moins toutes les choses que l'on fait dans notre quotidien si on dort moins, surtout si c'est voilà, si c'est de manière répétée. Et ce que tu as dit aussi, c'est là que c'est important quand on voit une IRM, c'est de pas forcément, enfin c'est une information, mais ça ne veut pas tout dire sur comment en fait on se sent et les symptômes finalement qu'on a. Donc des fois c'est vrai que quand on lit ces rapports d'IRM, ils peuvent faire peur. Toi tu as des expériences en plus que des fois ils disent pas toujours la même chose. Donc voilà, et puis avec tout ce que tu as raconté aussi sur les études qu'ils ont fait, faut pas non plus tout prendre ça comme on va dire que l'imagerie c'est un indicateur, mais ça ne veut pas tout dire. Et moi, souvent, j'essaye de dédramatiser l'imagerie avec les personnes que j'accompagne. Parce que si vraiment on s'associe à notre imagerie, potentiellement, voilà, c'est, entre guillemets, des fois, c'est très compliqué d'aller de l'avant. Et comme on en a parlé un peu en off, des fois, les imageries qu'on fait, potentiellement, elles veulent tout et rien dire. Globalement, c'est quand même plutôt fiable, hein, je ne dis pas que ça sert à rien, mais moi, généralement, ce que je conseille, parce que j'ai eu certaines problématiques au niveau des genoux, et aussi au niveau plus ou moins de toutes les zones du corps, souvent, ce que je conseille, c'est de faire 2 examens médicaux ou d'avoir plusieurs avis de médecins, chirurgiens, etc. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que pour la même problématique, on va avoir des diagnostics différents. Et le truc, c'est que si je me fiais, potentiellement, j'ai fait un examen dans ma vie, j'ai vu un médecin, et que potentiellement, des fois, j'avais ça sur les patients que j'avais à l'hôpital, potentiellement, ça fait 30 ans qu'ils associent leur douleur à un diagnostic qu'ils ont eu. Potentiellement, ce diagnostic, il peut être faux. Il peut y avoir des erreurs, etc. Moi, l'exemple concret, c'est que voilà, je me suis luxé la rotule l'année dernière. J'ai fait 2 examens à 3 semaines d'intervalle. Globalement, il y avait un point commun. En gros, c'était un ligament qui était touché, ce qui est normal suite à cette luxation que j'avais eue. Mais dans un cas, on me disait que les ménisques ils étaient atteints. Dans l'autre cas, on me disait rien du tout. Dans un cas, on me disait que j'avais une fracture de la rotule. Dans l'autre, pas du tout. Et il y avait une troisième différence au niveau du tendon rotulien. Dans un des cas, on me disait qu'il était atteint, et dans l'autre, on me disait qu'il n'était pas du tout atteint. Et au final, enfin, voilà, il y a 3 semaines d'écart. Il y a des choses potentiellement qui peuvent cicatriser en 3 semaines, mais la plupart de ces structures, en vrai, hormis les ligaments, elles ne cicatrisent pas en 3 semaines. Donc voilà, je dis pas qu'il ne faut pas faire d'examen, qu'il ne faut pas se fier à ça du tout, mais on va dire que ce n'est pas le seul indicateur. Des fois, il y a d'autres choses qui sont potentiellement importantes, voire moi généralement que j'estime des fois plus importantes même que le diagnostic, ou potentiellement on a intérêt à mettre en place différentes choses avant même de savoir le diagnostic. Ouais, parce que clairement, là, si on va sur le chapitre gentiment des blessures, finalement, dès qu'il y a blessure, il y a des choses à faire. C'est ça. Mais avant peut-être de rentrer dans le quoi comment,
Est-ce que tu arrives à partager, peut-être je pourrais partager aussi un petit peu les blessures. Qu'est-ce que tu as vécu comme blessure? On va se concentrer sur les genoux. Qu'est-ce que tu as vécu un peu comme blessure des genoux? Les genoux, cette année, là, dans ma vie, non, sur Déjà les... dans ta vie, quoi, mais les plus Non, importantes, on va dire. globalement, tout à l'heure je disais, je fais du football américain. Si tu as Globalement, envie. ça fait 15 ans que je fais du football américain. Voilà, un sport de contact à haute intensité, potentiellement, ça, voilà, c'est quasiment impossible de ne pas être blessé quand on fait ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des blessures, je les ai pas forcément eues au football américain. Généralement, je les ai eues dans d'autres sports, parce que du coup, j'ai un parcours STAPS, donc j'ai une licence STAPS. Et quand tu es en Ceux qui ne STAPS, connaissent pas, c'est l'équivalent de l'université en sciences du mouvement et du sport en voilà, Suisse. la fac de sport. Et quand tu vas à la fac de sport en France, et je sais que c'est la même chose en Suisse, Mhm. globalement, tu as beaucoup de sport au début, et plus tu montes, voilà, moi j'ai 2 masters, plus tu montes dans les échelons, moins tu as de sport en cours. Mais en première année, moi si je ne me trompe pas, j'avais 12 heures de sport par semaine à la fac, plus moi potentiellement les 10-15 heures que je faisais comme sport à côté. Donc ça fait vraiment beaucoup, et c'est aussi pour ça que ça favorise les blessures, parce que voilà, il y a une trop grande charge d'entraînement en continu. Mais ouais, je me suis blessé en vrai au niveau de toutes les zones, hein. J'ai fait les pieds, les chevilles, ouais, beaucoup les genoux, le dos, voilà, hernie discale. J'ai eu des problématiques au niveau des hanches. Je me suis déchiré les ischios, quadriceps, psoas. J'ai eu une luxation d'épaule, une luxation des doigts, plusieurs luxations aux doigts, plusieurs luxations aux genoux. Voilà, j'ai eu des problématiques au cervical, j'ai eu des commotions cérébrales. Globalement, plus ou moins toutes les Passé sous un problématiques. camion, quoi. Ouais, mais je m'en sors plutôt bien. Et du coup, au niveau des genoux, donc je me suis blessé les 2 genoux. Ma première vraiment grosse blessure au genou, c'est globalement, c'est il y a 5 ans, je me fais les ligaments croisés sur le genou à droite. Donc seulement les ligaments croisés. On verra, ça a une certaine importance. Euh, Suite à ça, et du coup, les ligaments croisés, je me les fais pas au football américain, je me les fais au flag, donc football américain sans contact. Ok. Donc voilà, sur un changement d'appui, Mhm. je tombe, j'ai l'impression qu'on m'a fait une balayette, et en fait, non, Mhm. ligament croisé. Ligament Euh, croisé antérieur, hein. Ligament C'est croisé ça, il faut qu'on antérieur précise un seulement, peu. ouais, C'est pas souvent de... celui-là qui pète en général, mais même si de temps en temps l'autre il pète aussi, mais Je me suis fait, par exemple, je me suis blessé 3 ans plus tard au genou gauche. Mhm. J'ai fait ligament croisé postérieur, Mhm. et j'avais fait en même temps avec Antérieur. l'examen que j'avais fait. Cette fois, j'avais fait qu'un seul examen. Il montrait du coup entorse du ligament croisé postérieur, donc rupture partielle du tendon rotulien, Mhm. et arthrose dégénérative au niveau des genoux, et des atteintes au ménisque. Mhm. Et potentiellement, j'ai fait cet examen au niveau des genoux parce que j'ai eu un petit épisode, et potentiellement j'avais un doute sur le croisé, mais je m'étais dit, bon, c'est vraiment très faible par rapport à l'autre genou. Oui, il m'indiquait du coup croisé postérieur, mais résultat, une semaine après, je reprenais le foot US et jamais eu de problématique. Mhm. En tout cas, par rapport à ça, je me suis fait une luxation quelques mois plus tard, mais globalement, c'était plus un accident de la route. Enfin, en vrai, non, c'est au foot US cette fois, Mhm. mais en gros, j'ai un mec qui me pousse dans un sens et un mec qui me tombe dans la jambe, et en gros, ça fait. Mhm. Ma jambe, en gros, ce qu'ils m'ont dit les pompiers, c'est que en gros, c'était soit ma rotule qui partait, soit fracture en gros, soit du tibia, soit du fémur. Ok. Donc, Ah ouais, à choisir. je pense que la rotule, c'est pas mal. En tout cas, moi, par Ouais. rapport à mon expérience, c'est pas si mal, parce que j'ai repris quelques semaines après le foot US. Mhm. Et là, la dernière blessure en question, une luxation sur l'autre genou. Mhm. Mhm. Ok. Donc là, il y a aussi des ligaments, Euh, plusieurs ligaments touchés. le ligament collatéral interne, Mhm. plus ou moins mon croisé, comme je te disais, on ne sait Mhm. pas forcément. En gros, j'ai une rupture complète du ligament croisé, du coup, en 2021. En 2025, du coup, je me refais une blessure sur le même genou. Mhm. Et en fait, je ne m'étais pas fait opérer. J'ai pas eu d'opération, donc j'ai pas eu de greffe de ligament croisé antérieur. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les ligaments peuvent cicatriser, même dans le cas d'une rupture complète. Et en fait, mon ligament croisé antérieur avait cicatrisé. Mhm. Et en fait, du coup, j'avais une cicatrisation du ligament. Mais quand c'est une cicatrisation naturelle, on voit quand même aux imageries que c'est pas le ligament de base. Généralement, imaginez votre ligament un peu comme un élastique. Mais en fait, plus il a d'atteinte, plus en fait c'est comme si l'élastique il était distendu. Et en fait, là, mon ligament il était distendu. Et en fait, c'est pour ça que du coup sur les imageries, il mentionne qu'il y a des atteintes au ligament croisé antérieur. Mais je ne sais pas si c'est cette blessure-là ou pas. Comme je te disais, je ne pense pas. Je pense pas parce que en fait les symptômes entre guillemets sont les mêmes que ce que j'avais avant. Enfin, j'ai pas d'autres problématiques sur ça.
Mais voilà, ligament collatéral interne, potentiellement les ménisques, potentiellement fractures, voilà, différentes, on va dire, j'allais dire petites choses au niveau des genoux. Mhm. Malgré tout ça, tu reviens d'une vingtaine de matchs, un petit peu moins de football américain. Là, c'est ça, en gros, je me fais la blessure sur le premier match de l'année, Mhm. vraiment au tout début de saison, sachant qu'au football américain, globalement, il y a 6 mois dans l'année où on se prépare à jouer et 6 mois où on joue. Là, après, du coup, 6 mois et demi de préparation, je me blesse sur le premier match. La chance, voilà, c'est que plus ou moins c'est ma spécialité. Et en fait, 3 semaines après, je reprends le football américain. Et en fait, je fais ma saison en France, donc j'ai raté 3 matchs. Et je joue le reste des matchs en France et après à l'étranger où j'ai été recruté Mhm. voilà, pour un contrat à l'étranger pour jouer. Mhm. Moi, je vais partager, mais c'est plus rapide que toi parce que je ne suis pas passé sous un camion. Non, non, mais en gros, moi, c'est plus simple, mais quand même des blessures aussi importantes, hein. Finalement, c'est quand j'avais 16 ans, donc il y a 15 ans, j'ai fait ligament croisé aussi antérieur, tout au basket, moi, par contre, parce que moi, je suis basket depuis aussi mon plus jeune âge. Donc là aussi, que ligament croisé antérieur sur un appui, bref, voilà, j'ai entendu un petit clac et puis il n'y avait plus de ligament. Et là, du coup, j'avais opéré à ce stade-là. Et après, ben là, il y a 2 ans, je me suis refait mais de l'autre genou parce qu'il faut équilibrer, toujours, c'est important. Et là, ben, du coup, aussi rupture. Alors, l'IRM disait au moins 50% de ligament croisé Mhm. antérieur qui était déchiré, mais voilà, l'ortho était plutôt sur proche des 100 que des 50. Bref, il était atteint. Et puis à ce moment-là, il m'aurait opéré le lendemain. Et du coup, là, j'ai plutôt privilégié le conservateur. Et après, pendant 2 ans, j'ai joué sans douleur, basket, tennis, enfin tous Mhm. des sports qui sont assez bons pour les genoux. Enfin, beaucoup de pivot, beaucoup de rotation, de vitesse, etc. Et là, j'ai un épisode de nouveau, là, depuis, c'était quoi, début mai, Mhm. où là, j'ai une récidive sur le côté non, j'ai pas opéré, donc non Mhm. opéré, où là, de nouveau, le ligament, l'IRM disait aussi ligament croisé antérieur qui était atteint. Maintenant, à quel point il était atteint en plus que ce qu'il était déjà dans l'état, enfin C'est la bref, qu'il avait question. aussi cicatrisé, j'avais refait une IRM aussi par après, où on C'était voyait, une rupture partielle en quelques années. Il y a quand même ouais, de très grandes chances que ça cicatrise très bien. ouais, mais même j'avais fait une IRM donc il y a 2 ans, hein, c'est une blessure en mars, Mhm. IRM en juillet, Mhm. et sur l'IRM en juillet, il voyait plus de déchirure Mhm. Ouais, sur le ligament croisé antérieur. mars, juillet, ouais, 4 mois. Ouais, Mhm. donc voilà, on voit que ça peut cicatriser. Et Ouais, ça va puis, même vite, hein. ouais, Moi, dans mon cas, parce que toi, du coup, rupture partielle, cicatrisée, enfin voilà, partielle, on ne sait pas à quel point, mais ouais. ils s'accordaient pour dire que c'était pas une rupture complète. Mhm, Moi, j'avais l'avantage, au moment où je me fais mon croisé, c'est que je bossais à l'hôpital et du coup, je faisais une IRM tous les mois. mhm, Et en gros, au bout de 6 mois, on voyait une cicatrisation partielle mhm, et 8 ou 9 mois, cicatrisation complète. mhm, Donc, globalement aussi relativement rapide. mhm, J'ai une fille en suivi. Elle se fait le croisé, si je ne me trompe pas, en février. En avril, il montrait une cicatrisation complète, alors que de mhm, base, c'était rupture complète. mhm, ok, Et c'est un cas, je pense, les plus impressionnants que j'ai vus. C'est mhm, qu'elle se fait le croisé, une semaine après, elle fait un Irox. ok, ouais. Donc, Bon, pour te après, dire. au moins, des fois, il n'y a pas énormément de pivots finalement Ouais, mais sur. tout simplement, même Ouais, le ouais, DM, la ouais, flexion, ouais, courir. ouais, Parce que courir, je crois que c'était 10 jours ouais. post-croisé, elle fait l'Irox. Ouais, parce que c'est vrai que ce qui est piège avec ces ligaments croisés, c'est que c'est surtout les pivots qui Mm. après peuvent embêter, ou c'est là que ça peut être moins stable, on va dire. Mais puis juste pour terminer aussi, il y a eu d'autres ligaments qui ont été touchés, le collatéral interne aussi. J'ai un point dans On le n'avait pas fini. cartilage, comme si on avait un pouce qui était enfoncé dans le cartilage. Ça restera, mais ça m'a jamais créé de douleur particulière. Enfin bref, voilà, on a beaucoup de vécu, on va dire, sur les genoux. Mais maintenant, déjà peut-être, qu'est-ce que finalement une lésion? On va parler surtout du croisé antérieur. C'est souvent, comme on a dit, c'est Mhm. celui-là qui pète le plus souvent. Déjà, si tu arrives à nous dire un peu qu'est-ce que c'est, puis où est-ce qu'on a le plus de risques finalement de se le faire. Alors, globalement, si on prend le genou, donc le genou, on a un os au-dessus, un os en dessous, Mhm, et l'articulation du genou, globalement, ça va être la jonction entre les deux. Il y a 4 principaux ligaments pour le genou, donc il y a un ligament de chaque côté, les ligaments collatéraux, et 2 ligaments un peu en forme de X qui vont se croiser, mhm, les ligaments croisés. Donc un ligament qui va passer vers l'avant et un ligament qui va aller vers l'arrière, donc sur ce croisement-là, donc ligament croisé antérieur, ligament croisé postérieur. Généralement, celui qui est le plus problématique, qui est le plus touché
parce que voilà, c'est entre guillemets le plus fragile, mais en même temps c'est celui potentiellement qui a la plus haute importance, en tout cas qui a le plus d'impact sur la vie d'un sportif, c'est le ligament croisé antérieur. Comment ils pètent? Bah, globalement, ils sont en X. Globalement, ça va être sur un mouvement de torsion ou potentiellement on va dire de pivot, enfin, en fait, Il y a un petit tiroir qui se fait voilà, un de peu. tiroir vers l'avant ou vers l'arrière. Généralement, c'est. Ah, j'ai un doute si c'est vers l'avant ou Ouais, sur c'est vrai. l'arrière ou généralement quand ça pète, en tout cas sur ce mouvement-là. Mais globalement, ça va être sur un mouvement où on va venir changer de direction ou alors, justement, on va vouloir venir changer de direction, mais en fait, le genou va rester bloqué. C'est ce qui arrive, par exemple, souvent au niveau Ouais. du ski, c'est que, bah, en fait, la jambe, elle est dans la chaussure, dans le ski, et elle va dans une direction, sauf que le corps va dans une autre. Et du coup, bah, il va y avoir un tiraillement, souvent, du coup, avec une rotation, etc. Et en fait, la première structure qui est atteinte, c'est le ligament croisé antérieur. Potentiellement, voilà, sur des réceptions de saut, vraiment, sur, en fait, les mouvements entre guillemets les plus athlétiques dans les sports où on va aller un peu dans tous les sens, mais ça va pas être sur un mouvement de l'avant vers l'arrière. Il y a toujours cette notion de je vais aller sur la droite, sur la gauche ou pivoter sur place et vraiment avoir cette notion de rotation. Donc ça c'est sur la survenue de la blessure et un peu l'anatomie on va dire version simplifiée. Tu m'as demandé quoi ensuite? Ou dans quelles activités finalement on a quand même passablement de risques, même si enfin, on a compris un peu quoi, que Ouais, c'est les bah, sports à globalement, pivot voilà, et- tous les sports collectifs à changement de direction, donc Mhm. foot, rugby, hand, euh, Basket, pas oublier. basket, désolé, j'oublie, vous n'êtes pas assez nombreux sur Internet. Ouais, vraiment tous les sports où on change d'appui. Euh, Ski, ça c'est un classique. et en vrai, le ski. Et ce qui arrive un peu plus maintenant sur les sports de combat, Mhm. surtout sur les phases au sol, où en fait souvent c'est quand on fait une prise sur le genou, et en fait va y avoir soit une partie du corps qui est bloquée, et du coup bah, on va tourner sur le genou, et en fait bah, la personne elle est allongée au sol, et en fait on tourne le genou. Mhm. Mais par exemple, un boxeur, il a peu de chances de se faire un croisé, enfin un boxe anglaise, on a peu de chances de se faire un croisé. Je fais de l'athlétisme, la probabilité de se faire le croisé, pareil, elle est amoindrie. Je dis pas que c'est impossible, parce qu'il y a Sur quand les même des athlètes de haut réceptions. niveau qui sont déjà fait les ligaments croisés. J'en connais quelques-uns. Mais on va dire que la proportion de cette blessure comparée au sport collectif, ou surtout au niveau du ski, Mhm. vraiment, je pense que le sport numéro un, ça va être le ski. Elle est dérisoire. Mhm. Mm. Mhm. Et puis, alors, il y a un épisode de blessure qui se passe, même avant tout diagnostic, ou on va parler après opération, pas opération. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose de se reposer en fait? Au début, j'ai eu un doute sur Je la fais exprès de question. dire ça, mais Alors, je sais ta réponse un peu, mais. ma vision des choses, qui est, on va dire, confirmée par mon expérience et on va dire les résultats que j'obtiens, que ce soit pour moi-même ou avec les personnes que j'accompagne. Donc moi, dans mon cas, bah, voilà, mon premier ligament croisé, globalement, je suis revenu à la compétition un mois après, même pas. Ma luxation en 3 semaines. Voilà, j'ai différentes personnes que j'ai accompagnées. Voilà, retour globalement les plus rapides qu'on a. Voilà, c'est souvent aux alentours des 1 mois post-ligament croisé. Du coup, généralement sans opération sur les retours rapides. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on attend pour prendre en charge, on va dire au niveau activité physique, après une blessure, plus on retarde le délai en gros de récupération. Donc voilà, que ce soit de retour à la vie quotidienne ou de retour au sport. Voilà, le retour à la vie quotidienne, généralement un peu plus rapide que le retour au sport. Et la différence, elle est vraiment énorme. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai un pote à moi qui m'a envoyé c'est un kiné, il m'a envoyé une étude en gros sur la prise en charge des déchirures musculaires aux ischio-jambiers. Et en gros, il compare en gros, un travail, du coup, entre guillemets, de rééducation, de renforcement effectué le lendemain de la blessure ou à J+8. Mhm. Donc, déjà, J+8, c'est pas non plus si tard par Mhm. rapport à ce qu'on entend. Il voit en moyenne 21 jours de différence sur le retour au sport. Mhm. C'est Ce qui est énorme, énorme, ouais. c'est énorme. Sachant qu'une rupture aux ischios, on va dire en général c'est 6 semaines sur les protocoles classiques, Mhm. 21 jours, bah, globalement tu diminues par deux quoi. Et voilà, donc en fait, pourquoi? Tout simplement parce que quand on se blesse, bah, la zone en question, bah, elle est structurellement atteinte, mais
comme on l'a vu tout à l'heure, comme on en parlait un petit peu, c'est pas parce que la zone en question elle est structurellement atteinte qu'on a forcément des douleurs, qu'on a forcément voilà, une perte, on va dire, prononcée des capacités à terme, même si au moment où on se blesse, bien, clairement on a mal, on ne peut pas bouger, etc. Mais plus tôt on va se mettre en mouvement, plus tôt voilà, on va pouvoir potentiellement reprendre notre vie quotidienne, reprendre nos sports. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va apporter, on va dire, du mouvement, Nourrir l'articulation. et en fait, voilà, ce mouvement va venir plus ou moins nourrir la zone en question via différents apports entre guillemets, de nutriments. Il va permettre aussi de diminuer tous les marqueurs justement de l'inflammation, parce que quand on a une blessure, en fait, ce qui va créer la douleur, c'est l'inflammation. Globalement, je me blesse quelque part, la zone en question, elle va gonfler. Pourquoi elle gonfle? Parce que il y a un apport justement entre guillemets de nutriments vers la zone en question, ça crée ce gonflement parce que voilà, il y a plus de sang, de liquide, etc. qui va dans la zone, et souvent ce gonflement il fait mal. Et dans les protocoles classiques, ce qu'on veut généralement, c'est on cherche du coup à limiter la douleur. Et comment on limite la douleur? En voulant limiter le gonflement avec des anti-inflammatoires, avec de la glace, etc. Sauf que ce mécanisme inflammatoire, il a pour but de cicatriser et de rétablir la zone en question. C'est comme s'il y a le feu chez toi, tu dis, il y a les pompiers qui arrivent et tu leur dis, bah non. Et en fait, c'est un peu de base ce qu'on fait au niveau de notre corps. Et en fait, potentiellement, oui, les pompiers viennent, il y a des dégâts, etc., mais ils vont réparer. Alors que là, en fait, on va masquer, et en fait, potentiellement, on aura moins mal, mais au final, il y aura plus de dégâts à terme, et ça va être plus long de récupérer. Donc, dès l'instant T de la blessure. Et si on met du mouvement, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, on va diminuer en gros cette douleur. En gros, le mouvement a un effet antidouleur. Voilà, selon comment il est fait, que ça soit, on va dire, de façon lente et contrôlée, donc quelque chose de plutôt dynamique. Par exemple, je me blesse au niveau du genou, plutôt que, je sais pas, vouloir mettre une attelle et pas du tout bouger la jambe, je peux peut-être essayer juste de faire des légères flexions, extensions au niveau de la jambe, même si, justement, lié à l'inflammation, je ne vais pas pouvoir tendre la jambe à fond, je ne vais pas pouvoir la plier à fond, je vais quand même pouvoir bouger un petit peu, et le fait de se faire ce mouvement-là un petit peu tous les jours. Quand je dis un petit peu, on peut même aller jusqu'à beaucoup tous les jours. Moi, un protocole que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de faire 500 fois ce mouvement-là dans la journée. Globalement, ça veut dire plus ou moins on le fait un petit peu tout le temps. Ça va faire énormément de bien. En plus de ça, on peut faire potentiellement des exercices avec voilà, un peu moins de mouvement, enfin un peu moins de mouvement, avec pas du tout de mouvement, qui vont avoir des effets aussi bénéfiques sur la douleur. Parce qu'en fait, dès qu'il va y avoir on va dire une contraction musculaire, ça va envoyer différents signaux au corps. Et en fait, on va avoir justement ce signal de diminution de la douleur lié à ces choses-là on va dire, qui sont identifiées. Par contre, là, je mets entre guillemets en garde, c'est que quand je dis il faut bouger, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que je me suis blessé au genou que le lendemain je dois aller courir, que je dois sauter ou des choses comme ça. Je dois faire des choses adaptées. Parce que si je fais quelque chose de trop intense, et comme je disais tout à l'heure, ça peut être trop intense, ça peut être trop longtemps, ça peut être plier trop la jambe, etc. Là, je peux aggraver le diagnostic en question, je peux aggraver la blessure. Donc, il faut vraiment bien gérer ça. Et c'est aussi pour ça que souvent on nous dit de faut surtout pas bouger, parce qu'en fait, si on bouge mais qu'on le fait mal, en fait, on aggrave la blessure. Et généralement, la plupart des professionnels de santé, ils ne prennent pas le risque qu'on aggrave la blessure, parce que si on bouge et qu'on le fait mal, potentiellement on peut se retourner contre eux. Et généralement, c'est le raisonnement. Voilà, si je dis de rien faire et que vous faites quelque chose et vous avez mal, entre guillemets, c'est de votre faute. J'ai peut-être un peu inversé dans le... C'est juste, mais finalement, c'est un peu le conseil un petit peu facile, dire de rien faire parce qu'on a peur que ça abîme, alors qu'au contraire, même si au début les mouvements ils sont hyper petits, oui, ça peut être vraiment tout petit. Quand il y a vraiment l'épisode où il y a eu une douleur et une vraie blessure, enfin je dis une vraie blessure, elles sont toutes vraies, mais dans le sens, tu peux peut-être des fois pas bouger beaucoup. Généralement au début on a l'impression de rien faire. Mais par contre ils sont importants, ces petits mouvements sont importants, et comme tu dis, si on ne fait pas des folies non plus, en général, vu les douleurs, on ne va pas faire des folies. Y a pas, ça dépend des profils. Mais... Okay, ok. Mais ça aurait peut-être eu biaisé parce qu'on sait un peu quoi faire, mais
Mais dans le sens, si on fait des choses adaptées, on parle souvent des rotations articulaires contrôlées. Je sais Mhm. que c'est un outil que tu utilises beaucoup. Ça, on pourra peut-être mettre, on a une routine, tu en as Mhm. aussi une sur ton profil, etc. Enfin, vous pouvez aller plutôt chez Tom, vous inscrire, il vous l'offre, je crois, aussi. Faut commenter. Voilà, il faut commenter. Enfin bref, mais c'est un outil qui est Mhm. vraiment utile dans les premiers instants. Puis comme Mhm. tu parlais des contractions sans mouvement, donc on parle des contractions finalement statiques, isométriques Mhm. pour le terme, bah, c'est vrai que c'est les premiers outils et les choses à faire. Et puis finalement, c'est pas beaucoup, mais c'est important, quoi. En fait, on peut le faire directement dès le Mhm. moment où en fait, on se fait mal. Mhm. Et voilà, ça a vraiment deux avantages. C'est que le premier, bah, ça va réduire les douleurs. Le deuxième, c'est que ça va favoriser la cicatrisation. Mhm. Parce que justement, potentiellement, ça va continuer d'entretenir des fois un peu le processus inflammatoire, etc. Mais ça va favoriser une bonne cicatrisation à terme. Et ça va favoriser le fait d'entretenir certaines capacités physiques. Mhm. Et comme on l'a vu, bah, plus j'ai de capacités physiques, plus en fait, je suis capable de faire de choses. Et là, tu vois, pour revenir sur les ligaments croisés, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis sur, en gros, les personnes qui ne s'étaient pas fait opérer des ligaments croisés, mais qui avaient fait des examens où on voyait qu'ils avaient une rupture complète. Et en fait, ils ont rappelé un peu les personnes. Et le truc, c'est que bah, aux États-Unis, vu qu'ils payent leurs soins, leurs opérations, etc., il y a beaucoup de gens quand même qui ne se font pas opérer. Et en fait, sur plus de 20 000 personnes, ils faisaient des examens 3 ans après. Et en fait, la plupart des personnes qui avaient repris leur quotidien, qui avaient plus ou moins fait ce qu'ils faisaient avant, bah, en fait, ils avaient cicatrisé au niveau des ligaments croisés parce que justement, ils avaient entretenu en mouvement, alors que bah, potentiellement, ceux qui étaient restés, entre guillemets, alités, immobilisés, etc., bah, le pourcentage de cicatrisation était beaucoup plus faible. Mhm. Donc éviter le repos. Il y a des moments où oui, il faut mettre un peu la jambe en l'air et puis se Ouais, calmer un petit potentiellement. peu. Je dis c'est un repos relatif, Mhm. tu vois, mais il faut alterner. Ben, c'est comme tout en fait, effort, récupération C'est finalement. ça. Et Quand on dit il faut bouger, euh, au début, on peut avoir tendance à. Je conseille quand même de beaucoup bouger, mais en fait, c'est beaucoup en termes de fréquence de mouvement, mais en fait, l'intensité, elle est tellement basse que en fait, ça équilibre les deux. Et en fait, plus on progresse en intensité, ce qu'on est capable de faire, au final, moins de moins on fréquence. aura besoin de le faire. Potentiellement, bah, je me blesse, je me fais mal, et en fait, c'est des mouvements potentiellement à 10% de mes capacités. Bah, peut-être que de base, je sais pas, je fais 1 heure dans la semaine. Bah, en fait, peut-être que là, du coup, je vais faire 1 heure par jour pour combler le 10%, voilà, parce que je fais à 10%, alors que d'habitude, je suis à 100%. Mhm. Le- voilà, c'est pas des chiffres exacts, mais l'idée, voilà, au début, beaucoup, basse intensité, et plus je progresse en intensité, moins j'ai besoin de le faire fréquemment. Et puis, si, voilà, si on supporte la douleur, essayez d'éviter aussi de prendre ces anti-inflammatoires, finalement, qui a meilleur temps de prendre des antidouleurs, Mhm. finalement, s'il y a vraiment beaucoup de douleur. Puis, dans la mesure du possible, d'éviter quand même, de laisser, en fait, finalement, ce processus. On en avait parlé dans un épisode assez au début du Mhm. podcast, je vous inviterai à aller écouter, mais justement, d'éviter un peu pour laisser cette phase Mhm. inflammatoire qui est hyper importante pour la récupération. Le Mhm. corps est bien fait si on le laisse travailler, quoi, en Voilà, soi. le corps, il est vraiment bien fait. Voilà, si la douleur, elle est insoutenable, bah, là, potentiellement, voilà, on peut glacer, on peut prendre des Mm. antidouleurs, etc. Potentiellement, si on n'arrive pas à dormir la nuit, par exemple, ça peut être aussi intéressant parce que, bah, en fait, si je dors pas, je récupère pas. Mm. Donc, vaut mieux prendre des antidouleurs plutôt que pas dormir de la nuit. Mm. Des fois, je l'utilise avec certains profils. Des fois, on peut utiliser la prise de certains antidouleurs autour d'entraînement pour essayer en fait de mobiliser un petit peu plus que ce qu'on ferait naturellement. Mm. Euh, Ça, attention, je le fais que sur les personnes vraiment que j'encadre des fois en direct, parce que le souci, c'est que si on masque la douleur, bah, comme on a vu Tendance à tout à faire l'heure, c'est trop, quoi. un warning. Mhm. Bah, le but, c'est pas de faire trop parce qu'on sent plus la douleur. Mhm. Donc, mais potentiellement, des fois, voilà, ça peut être une utilisation ou même des fois juste pour bah, je sais pas, j'ai un événement important dans mon quotidien, j'ai pas envie d'avoir mal toute la journée, oui, là je peux. Mais Mhm. par contre, ça ne compense pas tout ce qu'on doit faire au niveau Mhm. mouvement, renforcement et tout à Mhm. côté. Tout à fait. Et puis après, ben, une question se pose souvent, c'est opération ou pas opération? Et du coup, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. La- Globalement, moi, je partage beaucoup de choses justement sur le sans opération. Donc, voilà, comme bah, potentiellement tu as fait dans le cadre de Mhm. ton genou gauche, comme j'ai fait sur mon genou droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération est loin d'être une obligation pour, on va dire, pour reprendre une vie active et même pour reprendre une vie sportive. C'est-à-dire que potentiellement pour la vie active,
je me poserai même pas la question. C'est-à-dire que globalement, on a vu que le ligament croisé, on l'utilisait vraiment que sur les changements de direction, les mouvements de pivot, etc. Sur ces mouvements plutôt à haute intensité. C'est pour ça que généralement, voilà, c'est plutôt pour les, entre guillemets, les sportifs de haut niveau, entre guillemets, des fois on se pose moins la question, etc. Et encore, je vais y revenir. Mais on va dire que pour le quotidien, en fait, on n'a pas vraiment besoin de ligaments croisés parce que en fait, cette fonction-là, même si potentiellement on a une perte de stabilité associée à la rupture du ligament, en fait, on n'a pas besoin de cette stabilité-là au quotidien. La question se pose généralement plus quand on est un public sportif, donc qu'on a une activité en club, etc., ou quand on est jeune. Généralement, pareil, le raisonnement, c'est oui, t'es jeune, etc., bah, on va t'opérer, parce que généralement, l'opération est quand même traumatisante, on met plusieurs mois, plusieurs années, des fois, à récupérer, et entre guillemets, il faut que ça ait une utilité. Et en vrai, ce qu'on voit, il y a de plus en plus d'études qui comparent en fait les différents critères, que ce soit au niveau retour au sport, que ce soit au niveau arthrose, que ce soit au niveau stabilité, voilà, vraiment au niveau plus ou moins de tous les marqueurs entre sans opération et avec opération. Et en fait, on voit qu'à long terme, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence sur le niveau d'arthrose, il n'y a pas vraiment de différence sur le retour au sport, il n'y a pas vraiment de différence sur potentiellement même la stabilité au niveau des genoux, parce que comme j'ai dit, en fait, notre ligament, il a quand même la capacité de cicatriser de façon naturelle. C'est pas 100% des cas qui cicatrisent, mais potentiellement, voilà, moi, ma mère, elle est en situation d'obésité, elle fait pas de sport. À un moment, elle est tombée, elle s'est fait mal au genou, elle a fait des examens. On lui a dit, bah, vous avez une rupture des ligaments croisés. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est que la rupture, en vrai, c'était il y a 5 ou 10 ans. Elle n'a jamais remarqué. Jamais remarqué qu'elle s'était fait ligament croisé. Bon, elle avait peut-être pas fait du coup d'imagerie par rapport à tout ça, mais elle avait même pas remarqué par rapport à son quotidien. Donc vraiment, voilà, pour moi, c'est loin d'être une obligation, on va dire au niveau physiologique. Par contre, pour moi, il y a un critère qui est plus important que le physiologique, c'est le psychologique. Et voilà, c'est mon quotidien parce que la majorité des personnes que j'accompagne, c'est des sportifs qui se sont fait les ligaments croisés. Et du coup, j'ai à peu près du 50-50 sur avec opération, sans opération. Et voilà, moi je sais que j'oblige personne parce qu'en fait, l'état d'esprit va vraiment influencer à quel point on peut revenir des ligaments croisés. Et si on se fait opérer, en fait, c'est comme ça et on va faire le travail nécessaire. Ah oui, un point hyper important que je n'ai pas évoqué, c'est que globalement, il n'y a pas de différence tant que le travail entre guillemets de rééducation a bien été mené. Voilà, c'est le critère en fait le plus important, dans les deux cas, tu plus dois faire de important que l'éducation. l'opération en elle-même. Pour revenir des ligaments croisés, en fait, c'est tout le travail qu'on fait. C'est que si je me fais opérer, je vais devoir bosser. Si je me fais pas opérer, je vais devoir bosser aussi. Mais on va dire que quand ce travail-là est effectué, globalement, voilà, l'opération, elle est évitable, mais des fois, voilà, moi je vois des limites potentiellement par rapport à l'état d'esprit, c'est-à-dire que si je me fais opérer, voilà, il n'y a pas de plan B, c'est comme ça. Des fois, voilà, on peut avoir des problématiques après opération. Voilà, c'est quand même une agression pour le corps. Il y a différentes potentiellement problématiques associées à l'opération. Mais globalement, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que je me suis fait opérer. Dans tous les cas, j'ai intérêt à bosser pour aller mieux. Alors que dans le cas où je ne me suis pas fait opérer, potentiellement, je veux toujours me faire opérer. Il n'est jamais trop tard pour se faire opérer. Et le truc, c'est que peu importe on va dire la blessure qu'on a, la rééducation, la réathlétisation, le retour à la vie normale, au sport, etc. Mais je parle surtout là de retour au sport, vu qu'on parle de ligaments croisés. C'est pas toujours linéaire. C'est pas toujours c'est bien. Des fois, voilà, c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, c'est en dents de scie et ça fluctue. Et le truc, c'est que ça fluctue avec ou sans opération. Mais quand je me suis pas fait opérer, des fois, le raisonnement qu'on peut avoir, c'est ah bah si je m'étais fait opérer, j'aurais peut-être pas ça. Et entre guillemets, on a un plan B. Et le problème, c'est que quand on a un plan B, généralement, on a tendance à. En fait, on a une solution de secours et des fois, ça facilite certaines choses. Voilà, peu importe ce qu'on fait dans la vie, quand tu as ton plan B, généralement, le plan A, tu l'exploites pas à fond. Alors que quand tu t'es fait opérer, entre guillemets, tu n'as pas le choix. Et du coup, moi, j'ai certains cas où des fois, voilà, on part sur l'opération, même si potentiellement, voilà, il n'y en a pas forcément besoin, parce que, entre guillemets, voilà, s'il y a des doutes, généralement, vaut mieux opérer. Moi, enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses à l'heure actuelle, c'est que si au départ on hésite, vaut mieux opérer à terme,
parce que voilà, une fois que ça sera fait, voilà, potentiellement, comme j'ai dit, il y aura des problématiques, hein, voilà, c'est pas linéaire, mais entre guillemets, ça sera comme ça et on ne pourra pas revenir en arrière. Mm. Bah, c'est vrai que finalement, la rééducation opération par opération n'est pas un long fleuve tranquille. C'est qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Mhm, On est obligé d'avancer un petit peu finalement par essai et erreur en essayant de minimiser bien sûr les mhm, erreurs. Mais par exemple, moi j'étais venu vers toi 6 semaines après ma blessure parce que mhm, j'ai eu une phase vraiment de doute parce que effectivement il y a eu une récidive finalement dans le processus de mhm, rééducation qui m'a fait bien mal et puis que je me suis dit mais mince, est-ce que je vais finalement y arriver comme il y a mhm, 2 ans mhm. de pas opérer. Phase de doute qui s'est un peu estompée aussi progressivement quand je vois comment je peux récupérer. Mais voilà, c'est comme tu dis, l'aspect mental finalement est hyper important. Mhm, J'ai envie de dire, c'est normal d'avoir des phases de doute. mhm. Après, faut voir, c'est vrai que dans tous les cas, comme tu as dit, il faut faire du taf. Et puis, Il faut faire du taf et- et surtout, faut être patient. Et tu vois, c'est ce que je te Mm, disais, c'est que généralement, on est impatient, mm, encore plus quand c'est un retour sans opération, parce mm, que oui, on sait que ça va plus vite, mais selon les cas, c'est pas non plus magique. mm, Des fois, ça prend quelques semaines, des fois, ça prend quelques mois, et des fois, ça, on l'oublie. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui se font les ligaments croisés, bah, généralement, elles se font opérer les 3 premiers mois de la blessure. mm, Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, bah, avant de me faire opérer, j'allais hyper bien, je pouvais courir, il y en a qui avaient repris le foot, le basket, mm, etc. Mais entre guillemets, bah, ils ne se sont pas trop de poser de questions, ils se sont dit, bah, de toute manière, je dois me faire opérer. Euh, parce que bah, souvent, c'est les profils voilà, qu'on a attendu un certain temps, mais des fois, voilà, on part plutôt sur un processus sans opération. Potentiellement, on a des épisodes où on a un peu d'instabilité, un peu de douleur, et des choses qu'on peut corriger au fur et à mesure avec du travail adapté et avec du temps. Mais des fois, voilà, il faut laisser quand même un peu de temps. Et si je bosse, je sais pas, 2 mois et que je me dis, bah non, mon genou il n'est pas au top, je dois me faire opérer. Bah, de base, quand tu te fais opérer, généralement on te dit bah, c'est 8 mois, 10 mois, mm, 1 an. Euh, on t'apprend aussi cette patience et on est OK avec cette patience quand on se fait opérer. Des fois, on n'est pas OK avec cette mm, patience quand on ne se fait pas opérer. Et tout à fait. voilà, des fois, c'est des choses, bah, potentiellement, il faut juste attendre. J'ai pas mal de profils, voilà, où des fois, ils ont des doutes, enfin, je les accompagne, et en fait, ce qu'on voit, c'est que, bah, au fur et à mesure du temps, c'est de mieux en mieux, même si au début, bah, potentiellement, ils étaient, ouais, je suis pas sûr. Ils voient que ça progresse vraiment au fur et à mesure. Mm. Et c'est valable pour, globalement, n'importe quelle problématique de santé. Mhm. J'ai l'impression que ça, par rapport à opération et pas opération, c'est que ça évolue un peu. Parce que ben là, typiquement, la semaine passée, j'ai côtoyé pas mal de physios. Mhm, Et les 3 physios, ils étaient assez d'accord sur le fait plutôt conservateur, dans le sens, ben, voilà, un peu comme tu as dit, finalement, d'évaluer un peu après, cas par cas, bien sûr. Mais j'ai l'impression que mais c'est pas encore cette évolution-là, forcément, chez les chirurgiens et les orthopédistes. Bon, ils ont peut-être un intérêt derrière. Tu vas me Tu dire. me coupes les mots de la Mais bouche. moi, tu vois, quand j'ai été, et ça, je trouve que des fois, c'est un peu arbitraire en fonction du profil de la personne qui va aller voir Mhm, le spécialiste, c'est que moi, si je lui disais oui, le lendemain matin, j'étais sur la table mhm, d'opération. Sauf que voilà, pour des raisons personnelles, j'ai dit pas tout de suite. Et puis là, il a été ouvert au traitement conservateur. mhm. Et pas, j'ai envie de dire, il faudrait, Pas instinctivement. d'importance, il Mhm, faudrait dire les deux options pour tout le monde. Alors que si ouais. c'est un profil plutôt 50 ans, peut-être un peu moins sportif, Mhm, ça va pas être opération. mhm. La- Deux choses. Le premier, des fois, c'est ce que je mentionne moi sur les personnes que j'accompagne, enfin en tout cas où je discute par rapport aux ligaments Mm, croisés, c'est que souvent, moi, le premier point que je leur énonce, c'est, entre guillemets, moi, j'ai rien à gagner que vous fassiez opérer ou que vous ne fassiez pas mm, opérer. mm, Entre guillemets, moi, ça me change rien. Et mm. potentiellement, en vrai, dans une optique, moi, de, entre guillemets, niveau professionnel, c'est même plus avantageux, moi, de m'occuper de personnes qui se font opérer C'est plus long. parce que c'est plus long. Potentiellement, Ouais, quand je ok. récupère quelqu'un qui vient de se faire opérer, Mm, bah, on sait qu'on part minimum sur 6 mois, et en mm, général, c'est plutôt sur 8 mois, 1 an. Alors que si la personne ne se fait pas opérer, bah, des fois, j'ai des personnes, 1 mois après, elles font leur sport. Donc, entre guillemets, voilà, moi, j'ai rien à gagner qu'il y ait une opération ou sans opération, voire même, je suis plus gagnant s'il y a une opération. Mais entre guillemets, moi, ce que je propose derrière, entre guillemets, c'est le même service. Le problème, mm, des fois, c'est que bah, en tant que chirurgien, bah, tu prends 15 000 euros, potentiellement plus par opération, mm, bah, tu as intérêt à ce que la personne se fasse opérer. Ce qu'on voit beaucoup quand même sur les nouvelles générations, bah, surtout kiné, physio, etc., c'est qu'elles sont de plus en plus formées à ça.
Il y a aussi beaucoup plus d'ouverture d'esprit, bien évidemment. Il y a toujours, il suffit de regarder les commentaires sur mes posts Insta. Il y a quand même toujours souvent des débats dès qu'on parle d'opérations suite au ligament croisé, parce que des fois, c'est des choses, les gens, ils sont un peu, il y a un peu des dogmes par rapport à tout ça. Il y a vraiment des gens, j'ai l'impression que, en vrai, si je parlais mal de leurs parents, c'était pareil. Donc, non, voilà, il y a des gens, ils sont un peu centrés sur leurs choses, mais la, voilà, on en revient toujours au même. Travail de qualité, et derrière, on ira mieux. Puis, pour qu'on passe un peu à la dernière partie sur les conseils pratiques, ben, on a déjà touché un petit peu un mot dès qu'il y a eu la blessure. Puis par après, si tu nous dis un peu dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est important de faire pour finalement récupérer d'une blessure? Alors, si je prends potentiellement même avant blessure, parce que c'est par exemple, dans mon cas, voilà, je suis revenu des ligaments croisés en 28 jours. Et c'est un point commun que j'ai vu de toutes les personnes qui récupèrent très rapidement, c'est le niveau de capacité physique avant blessure. En gros, voilà, comme je disais, imaginez un peu le genou comme une chaise à 4 pieds. En fait, si on se fait les ligaments croisés, on enlève un pied. Si les 3 autres pieds et globalement même les autres structures autour sont fortes, potentiellement il y aura très peu d'instabilité, voire pas du tout, et on va être plutôt bien. Et en fait, plus on a des bonnes capacités avant blessure, plus rapidement, on va dire, on va récupérer par la suite, parce qu'en fait, voilà, potentiellement, il y a toutes les structures musculaires qui vont aider, ça peut être toutes les autres structures articulaires, les autres ligaments, les tendons, etc. Voilà, plus on a des bonnes capacités, plus en fait, s'il y a un maillon manquant, en fait, ça ne va pas poser Et 30 finalement, problèmes. peut-être tu vas perdre, mais tu vas moins perdre que si C'est c'était ça, normal, enfin, logiquement. c'est comme, je sais pas, si on t'enlève une source de revenus, tu gagnes 10 000 euros par mois, on t'enlève 1 000 euros par mois, tu t'en sors quand même. Par contre, tu gagnes 1 500 euros par mois, on t'enlève 1 000 euros par mois, là, ça va être plus la galère. En fait, au niveau du genou, voilà, plus on a entre guillemets, de revenus, mieux ça sera par la suite. Donc, potentiellement, déjà, notre rythme d'entraînement, nos capacités, etc. Si tu vas, c'est pour ça qu'il y a autant de ligaments croisés au ski, c'est que souvent, les personnes, elles font une fois du ski dans l'année, et le reste de l'année, elles ne font pas vraiment de sport, d'activité sportive. En fait, derrière, les capacités sont faibles, ça favorise le risque de blessure, et du coup, quand je me blesse, voilà, on augmente potentiellement la durée de récupération. Donc, potentiellement, il y a le avant. Ensuite, il y a, entre guillemets, l'étape où je me blesse. Donc, on a vu potentiellement les choses par rapport au froid, l'immobilisation, le fait de mettre en mouvement, etc. Et en gros, ça, c'est un processus que je mets en place à l'instant T, et en fait, qu'il faut continuer et développer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours bouger de manière adaptée et progressive. Au début, très peu, et au fur et à mesure, on fera de plus en plus de choses sur, on va dire, le genou blessé. Ce qui est aussi très important, c'est de ne pas arrêter de solliciter entre guillemets les autres zones, que ce soit l'autre jambe, en gros par rapport à ce qu'on appelle l'effet d'éducation croisée, c'est-à-dire qu'au niveau du schéma moteur, globalement, jambe gauche ou jambe droite, ça part du cerveau et ça descend. Entre guillemets, 50% du chemin est le même. Si je travaille le côté gauche et que je me suis fait blesser au côté droit, il y a quand même une partie du chemin du côté droit qui va être utilisé. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, entraîner le côté sain, ça permet de mieux maintenir les niveaux de force, de mieux maintenir la masse musculaire, la force, voilà, l'explosivité, la vitesse, globalement toutes les capacités physiques, à condition de les recruter. Donc voilà, si je travaille en fonction de comment je travaille l'autre côté, en fait, je participe au maintien ou au développement de certaines capacités physiques au niveau de la jambe blessée, même si elle peut beaucoup moins bouger par rapport à par rapport à la blessure. Par rapport à ça, ensuite, l'idée, en vrai, simplement, c'est de progresser et voilà, il y a une différence entre les deux jambes au moment de la blessure, et en fait, au fur et à mesure, on essaye de regrouper les deux niveaux de force, de stabilité, de renforcement, de tout. En vraiment en y allant progressivement, mais vraiment en distinguant en fait, les deux jambes tout au long du processus, tant qu'il y a des différences. Donc, si je parle par exemple d'exercices de renforcement, là, on voit vraiment l'intérêt de faire des exercices qui travaillent seulement un côté. Parce que si je fais que du squat, du deadlift, potentiellement, c'est un exercice un peu unilatéral, mais des fentes, etc., où vraiment les deux côtés doivent travailler toujours, en fait, je peux pas. En fait, de toute façon, de manière simple, je me dis que je peux pas faire. Par contre, quand je travaille à une jambe, là, je vois très bien, je me mets, voilà, que ce soit à la maison ou même en salle, je peux bosser sur un leg extension, un leg curl, je peux faire des relevés de jambes en fait, en étant juste sur une jambe. Il y a différentes choses que je peux faire, voilà, quand je suis blessé, pour adapter le travail des deux jambes. Et en fait, l'idée, c'est voilà, de retrouver
en capacité ou de continuer à solliciter les capacités progressivement jusqu'au point d'avoir en fait les capacités nécessaires à pratiquer notre sport. Donc pour ça, faut pouvoir plier la jambe, faut pouvoir tendre la jambe. Ça, c'est les deux principales choses. Généralement, si je peux plier et tendre la jambe, déjà, je peux reprendre une vie active, ce qui n'est pas forcément le cas au départ, au tout début, quand je me blesse. Potentiellement, après, je reprends les sauts, potentiellement, je reprends la course, potentiellement, je reprends les changements de direction. Si mon activité sportive ne demande pas ça, potentiellement, voilà, c'est pas exactement les mêmes étapes, mais entre guillemets, je veux faire l'étape X, vaut mieux que je fasse des étapes préparatoires avant, plutôt que directement vouloir courir, alors qu'on ne sait même pas si on peut tenir un appui à une jambe. Voilà, faut être logique par rapport à tout ça. Et voilà, par rapport à tout ce processus-là, voilà, je recommande systématiquement de se faire accompagner parce que la prise en charge des ligaments croisés, c'est une grosse problématique. C'est pas, voilà, c'est pas entre guillemets sans dénigrer, c'est pas une entorse de cheville, c'est quand même quelque chose de, voilà, généralement plus long en temps, plus grave potentiellement avec, voilà, comme on disait, avec opération ou pas. Il faut l'avis et le conseil de professionnels de santé qualifiés par rapport à tout ça. Top. Merci beaucoup pour tes partages. Est-ce que on arrive à la fin de l'épisode? Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais passer aux personnes qui nous écoutent? En vrai, restez en mouvement. Voilà, que vous alliez bien ou pas, vous avez toujours intérêt à bouger. L'idée, c'est pas de faire le maximum, de faire toujours plus tout le temps, mais de garder un fil conducteur et d'ajuster en fonction de notre mode de vie. Voilà, des fois, il y aura des périodes, potentiellement, on fera moins de choses, mais on peut conserver un niveau d'activité physique minimum. Des périodes où on aura plus de possibilités et là, on peut faire plus. Mais globalement, toujours rester en mouvement. Parce que ce qu'on voit, c'est que sur toutes les problématiques de santé, en fait, ça dégringole progressivement suite à la diminution des capacités physiques qui sont entraînées par une baisse du mouvement et des activités qu'on fait au quotidien. Magnifique. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, Avec pour plaisir. l'échange, d'être venu encore une fois ici dans notre petite ville qui est Romans. Je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'ils peuvent aller te suivre? Globalement sur Instagram, donc Tom Tellier Coaching. Je partage aussi des exercices par exemple sur YouTube. Je publie un petit peu sur TikTok, mais globalement surtout sur Instagram. Après, j'ai une interface internet où on peut retrouver des ressources gratuites. Potentiellement, j'ai une newsletter aussi, mais globalement, on retrouve tout sur mon Instagram. On mettra aussi le lien dans les commentaires, dans la description. Je te remercie beaucoup encore une fois. Je remercie aussi les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller partager cet épisode, voilà, d'aimer l'épisode sur toutes les différentes plateformes. Et je vous dis à tout bientôt au prochain épisode. Ciao.